nos clients sont des professions qui existent depuis la nuit des temps, qui sont installées dans une situation de changement et pourtant restent sur des recettes qui ont toujours fonctionné, bien que les nouvelles technologies leur proposent de pouvoir évoluer, faire un travail différemment. Ce qui est important, c'est de pouvoir installer des confiances dans la durée. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Franck de Dieuleveux, fondateur de Homelinks. Dans cet épisode du podcast, Franck partage avec nous son parcours depuis ses premiers projets, son parcours professionnel à Londres et le lancement de son aventure entrepreneuriale avec Homelinks. Dans cet épisode du podcast, vous allez apprendre comment s'attaquer à un marché qui a du mal à évoluer et bousculer les règles préétablies. Comment construire votre produit avec les différents acteurs du marché. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/11, le chiffre 11. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 11. Franck, transformation. Franck, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Oui, vas-y Nayer. Aujourd'hui, j'accueille Franck de Dieuleveux, le fondateur de Homelinks. Franck s'est donné pour mission, avec ses associés, de digitaliser la relation avec l'ensemble des acteurs de l'immeuble, copropriétaires, locataires, syndics, etc. Faire rentrer dans l'ère du numérique tout un domaine de l'économie qui a du mal à s'y mettre. Franck, avant de parler de Homelinks, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Oui, ça me replonge quelques années en arrière, en effet. La toute première chose que j'ai fait, en fait, je l'ai fait pour moi, à titre personnel. C'était pour célébrer mes 20 ans. Et j'avais décidé que je voulais faire quelque chose de grand. Et je me suis donné les moyens. Donc, j'ai travaillé dans différents jobs l'été. Pendant 2-3 ans, j'ai accumulé une somme importante à l'époque. On parlait d'à peu près 20 000 francs, donc c'est une grosse somme. Et avec cet argent, bien, je suis parti faire le tour des États-Unis. Donc, je l'ai construit comme un plan, voilà. Et je m'étais donné une date. Et en fait, j'ai suivi un rétro-planning. Donc, un engagement que je me suis donné en moi-même. Et tu as respecté la date ? Oui, j'ai respecté la date. Elle ne pouvait pas bouger, celle-ci. Et à vrai dire, j'ai plutôt hésité sur la manière dont j'allais dépenser cet argent. Soit continuer à construire un envolé, c'est-à-dire passer à un pilote amateur, ou alors aller à la rencontre de ce nouveau pays. C'est ce que j'ai fait. J'ai fini par prendre un billet en stand-by passenger, ce qui me permettait de partir, découvrir différents États et surtout de rencontrer des personnes très différentes de la mienne. J'en suis revenu transformé. Je ne regrette pas. Excellent. Franck, après ce premier projet que tu as fait, est-ce qu'il y a eu d'autres projets ou business que tu as lancés ? Oui, alors ensuite professionnellement, bien sûr, je me suis lancé dans la vie professionnelle via ma formation en mode alternance, qui maintenant est assez répandue. Et j'ai travaillé chez Nestlé dans une usine d'embouteillage sur les Vosges, Vitel, Montreuil-Ville. Et là, j'avais des projets qui étaient mis en application directement sur le site, avec une partie théorique à l'école, dans l'est de la France. Et ce projet a été celui de l'optimisation des flux au sein du site de production, avec des prises de rendez-vous de camions qui venaient chercher la marchandise et que l'on pouvait accueillir parce qu'on savait qui ils étaient, on savait ceux qui venaient le chercher. Et de cette manière, on pouvait plus facilement les orienter vers les quais avec des commandes qui étaient prêtes par des caristes qui avaient reçu l'information en amont. Ce qui permettait d'optimiser les flux de l'usine, les ressources, l'utilisation des quais et de pouvoir bien mieux les accueillir avec un contrôle du camion pesé à l'entrée et à la sortie. Et là aussi, on a fait attention à pouvoir axer cette innovation de flux sur la sécurité, puisqu'il est important de pouvoir les laisser repartir avec un code total autorisé respectant le code de la route. C'est une responsabilité qui était celle de l'usine.
Donc un petit projet assez intéressant, somme toute, qui était avant tout de l'optimisation de flux existants. Donc la mécanique est toujours la même, c'est-à-dire optimiser les process avec une meilleure organisation, de manière à pouvoir se concentrer sur plus de qualité dans le service. Excellent. Et j'ai cru comprendre, Franck, que tu as été longtemps salarié dans ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat ? Alors, dans mes différents postes, puisque j'ai aimé changer souvent de société, j'ai toujours mené des phases de construction de projets. Ma formation initiale, c'est la gestion des flux en entreprise, l'optimisation. Et ce qui me passionne toujours, c'est de voir la manière dont on peut prendre du recul, travailler avec des éléments concrets, des personnes qui véhiculent de l'information et qui peuvent à un moment s'arrêter et se poser la question de savoir pourquoi on fait différemment. Donc je l'ai fait sous différentes étiquettes, en tant que consultant chez un éditeur de logiciels. Tout ça, c'était des projets qu'on menait chez des clients, ou moi-même chez un client, du côté métier, du côté IT également. Et en faisant le tour de ces différents postes, eh bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir accompagner à un moment de leur vie des équipes pour les aider à mieux s'organiser, à se transformer. Et le point commun de toutes ces expériences, que ce soit en France ou à l'étranger, je suis beaucoup intervenu à l'étranger, la toute première chose, c'était d'abord d'écouter, ensuite de résoudre les problèmes immédiats qui se posaient à ces équipes, et ensuite, une fois que l'écoute mutuelle était mise en place, il était possible de proposer des moyens de transformation à condition de pouvoir trouver toujours la motivation qui allait pousser la personne à se transformer. Non pas la motivation imposée par une direction, une entreprise ou un groupe, mais bien la personne, à se dire, mais si moi je dois changer, quel est mon intérêt? Et je vais être sûr, avant de changer, de pouvoir bien appréhender l'ensemble des risques. Est-ce que je ne suis pas mieux là où je suis à ma place? Et est-ce que je dois accepter le changement? Donc, tous ces projets, somme toute, m'ont aidé moi à me construire. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que moi, j'ai pas envie moi-même de me transformer? Est-ce que j'ai pas envie de prendre le risque et de le faire seul, sans devoir être employé, à aider les autres à se transformer? Et de là m'est venue l'idée de créer une société sous forme d'une start-up innovante. Donc là, on arrive sur Homelinks. Comment vous avez trouvé l'idée, toute l'équipe, et puis comment s'est passé le démarrage? Alors, Homelinks, c'est une histoire assez intéressante qui est née d'un constat, comme souvent, celle de dire le digital est partout. Il y a énormément de communication. À cette époque, je rentrais de Londres. Et pour autant, j'ai perçu un élément fort qui était l'élément culturel. Alors, le digital se vit différemment puisque c'est du changement avant tout accéléré par les data que l'on fait parler. Et comment chaque culture appréhende ce changement. Les sociétés, les compagnies utilisent le digital pour se mettre en avant. Très peu de ces sociétés utilisent le digital pour se transformer de l'intérieur, que ce soit les process, les personnes ou la stratégie. On est plus du mode de communication dans la majorité des cas. Et les postes que j'ai pu envisager à une époque étaient des postes qui étaient plus axés sur, en effet, des éléments de communication. Fort de ce constat, je me suis dit que le digital avait quand même une vraie valeur, que j'y croyais, et qu'il fallait que j'axe ma recherche différemment sur la volonté de pouvoir transformer une partie de la société. Donc le constat basique, c'est de se dire que le changement ne vient pas des sociétés, ne vient pas non plus parce qu'il est imposé par des nouvelles lois, des nouvelles normes, mais il vient parce que les gens eux-mêmes ont envie de changer, de transformer. Et lorsque l'on prend le cas de la copropriété où la relation client-fournisseur n'existait pas, je vais développer ce point. Si l'on prend également le cas de cette copropriété où les attentes des clients qui sont bien différentes de ce qu'ils ont pu être, premièrement parce que, je les appelle les clients sont les résidents locataires propriétaires sont équipés de nouvelles technologies. Le vrai dilemme, c'est de se dire, mais comment est-il possible de pouvoir continuer à travailler avec un gestionnaire d'immeuble, un prestataire, sans pour autant être vraiment à l'écoute de ses résidents?
En Île-de-France, 70% des résidents sont des locataires. Locataires qui n'ont pas du tout de relation avec le syndic, qui ont signé un bail avec un propriétaire, bien souvent un propriétaire du logement qui les occupe, et avec des immeubles dans lesquels on retrouve des gardiens, mais uniquement pour 7% de ces immeubles sur le territoire. Donc là, pour revenir à la question, j'aimerais dire que le changement peut arriver à partir du moment où une communauté de personnes ayant des besoins qui leur sont propres, donc des besoins affinitaires, ceux qu'ils partagent, ont la volonté, parce qu'ils maîtrisent une technologie, de vouloir faire évoluer un relationnel. Le relationnel, dans ce cas de figure, avec le syndic, si c'est le parti privé ou avec le parti public pour le bailleur social. Donc c'est bien ça, c'est de voir les immeubles comme des opportunités, en se disant ce sont des groupes de personnes qui ont le potentiel pour se transformer. C'est ici qu'on intervient. D'accord. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, la société Homelinks a été créée il y a un an. Nous avons développé la plateforme. Alors, pas dans un laboratoire, mais en collaboration avec des gestionnaires pour être bien à l'écoute de leurs attentes. L'application, la web, est en place dans plusieurs dizaines d'immeubles en Île-de-France. Et nous avons les premiers retours qui sont positifs, desquels on apprend. Certaines attentes étaient là bien présentes et on y était préparé. Pour d'autres, ce sont des surprises. Donc on continue en effet à évoluer, à faire évoluer la solution. Alors, non pas en rajoutant des couches technologiques supplémentaires, mais au contraire en voulant simplifier au maximum le parcours utilisateur. Donc une forte volonté de continuer à pouvoir déployer, bien entendu, mais surtout rester au contact des utilisateurs et comprendre les attentes premières de l'utilisation de notre plateforme. Ce que je comprends principalement ici, c'est que le facteur primordial, c'est de partir du client et de construire le produit autour de lui selon ses desiderata, ses besoins et ce qu'il fait comme retour. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il faut bien identifier le client. Dans le cas de figure, on est en modèle B2B2C. Les clients finaux, pour nous, ce sont les résidents, locataires principalement. Nos clients avec lesquels on va travailler, ce sont les gestionnaires et les prestataires. Donc notre volonté a été de travailler pour eux, avec eux, je l'ai dit tout à l'heure, dans le terme de travail de construction, de les écouter et de pouvoir leur faciliter la vie. Notre promesse, celle que nous faisons, c'est de faire gagner jusqu'à 30% du temps administratif passé par les gestionnaires, mais pas uniquement eux, leurs yeux et leurs oreilles sur place, que ce soit les gardiens ou les conseils syndicaux, et de ce fait prendre d'abord en compte leur écosystème, c'est-à-dire les solutions qu'ils utilisent et leur organisation au travail, de manière à non pas vouloir remplacer, modifier, mais améliorer leurs conditions. Donc une chose est simple et utile, et cette chose simple et utile sera utilisée. Par contre, si vous proposez des doublons, si vous proposez des applications qui nécessiteront un certain nombre de manœuvres, si vous proposez des solutions qui demandent un apprentissage trop important en termes de nouvelles technologies, bien peut-être que vous arrivez trop tôt, ou en tout cas vous n'êtes pas dans le fit du produit et marché. Donc c'est pour ça qu'on a adopté une stratégie toute simple, c'est d'avancer pas à pas, d'être à l'écoute et de pouvoir faciliter la vie de nos utilisateurs. Donc ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est de continuer à poursuivre sa vision. Parce que le défaut serait de vouloir adapter une solution avec un groupe d'utilisateurs qui vous demanderait 1000 choses et autres, qui vous dévierait vous de votre vision qui est celle de la roadmap que vous avez fixée. Ah oui, ça c'est un point important, parce que comment on fait, parce que forcément il y a des demandes qui arrivent et qui peuvent être contradictoires. Comment on fait pour choisir justement qu'est-ce qu'on va faire et quelle trajectoire on va suivre? Parce que j'ai compris que vous avez
comme clients les immeubles, etc. Mais est-ce qu'il peut y avoir une autre catégorie de clients qui peut arriver ensuite? Et puis, comment on fait pour faire ces choix, suivre le client, mais comme tu dis, ne pas perdre la vision stratégique? C'est un peu compliqué quand même. Ce n'est pas un exercice facile. Ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est de pouvoir résoudre une équation simple qui est l'impact métier. En d'autres termes, la vitesse d'exécution multipliée par le coût doit nous donner un résultat d'impact métier favorable. Donc il est possible qu'une merveilleuse idée apportée par les nouvelles technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle, puisse nous prendre beaucoup de temps à un coût certain avec un faible impact métier. Prenons un exemple concret, la modération, c'est ce que nous proposons dans notre package d'entrée, c'est-à-dire qu'il y a une modération algorithmiquement interdite et une modération qu'on qualifie de manuelle avec des signalements de manière à ce que la parole et l'écrit soient conservés dans un cadre acceptable. Très bien. Nous proposons aussi des images et des vidéos dans les échanges du quotidien. Pourquoi ne pas baser notre modération sur l'intelligence artificielle qui permettrait de capter des images et cette reconnaissance par image nous est apportée par l'intelligence artificielle. Ça, non, c'est pas notre priorité dans l'instant immédiat et je pense que l'impact métier est assez faible. Donc, avec cet exemple simple, ce que j'ai voulu illustrer, c'est que notre vision de développement accepte évidemment de pouvoir explorer différentes pistes et est à l'écoute de ce que nous n'avons pas toujours identifié, les nouveaux clients que nous pourrions trouver. Enfin, le client sont une catégorie de clients. Et pour autant, il faut en effet ménager la volonté de partir sur des nouvelles branches de développement tout en restant sur un axe pour lequel nous souhaitons rester fidèles. Donc des équilibres qu'il faut savoir ménager parce que c'est lui qui va nous pousser en avant et pour autant les garde-fous sont importants. Donc nous avons souvent des discussions en interne avec nos différents profils qui nous permettent d'avoir des angles de vue contradictoires. Donc c'est comme ça que nous faisons. Prenons des risques et nous essayons de contrôler ces risques. Franck, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître Homlinks? Le plus ancien, le bouche-oreille. Nos clients sont des professions qui existent depuis pas la nuit des temps, mais au moins le Second Empire, qui sont installées dans une situation de changement important. Le secteur que nous adressons, c'est l'immobilier. Par définition, reste sur des recettes qui ont toujours fonctionné, bien que les nouvelles technologies leur proposent de pouvoir évoluer, de faire un travail différemment. Ce qui est important, c'est de pouvoir installer des confiances dans la durée. Et en effet, travailler avec des personnes qui vous ont été apportées par d'autres que vous connaissiez vous-même. Donc, premier élément, le bouche-oreille. Bien évidemment, c'est une start-up. Hors de question qu'on se limite juste à ceci, parce que utilisons tous les moyens modernes de communication, bien évidemment, les réseaux sociaux, notre site web, le blog, et puis aussi des salons professionnels, les articles, les lignes de communication. Cependant, ce n'est pas nécessaire d'être trop présent, d'avoir le niveau suffisant pour participer à des after-work, être visible sur la toile, je l'ai dit, mais être aussi visible dans le monde physique avec les décideurs et ceux avec lesquels vous pourrez avoir des discussions qui porteront sur la manière dont vous pouvez les aider dans un cas précis, plus qu'une nouvelle expérimentation que vous souhaiteriez leur proposer. Donc, le point d'achoppement est toujours celui-là. C'est que c'est un problème de timing. Si vous rencontrez une personne, une société par le monde physique ou digital, il y a toujours une question de timing. Parfois, d'arriver trop tôt. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai rencontré une société qui n'était pas tout à fait prête. Ils nous ont demandé du temps pour cheminer. Et l'idée, c'est en effet de pouvoir multiplier les contacts via différents canaux. Et c'est ça, c'est la recette qu'on a fait. D'accord. Et quelles sont les prochaines étapes de la croissance de Homlinks? Alors, la prochaine étape, ça va être le mode d'industrialisation. On s'est donné un cadre raisonnable pour pouvoir évoluer avant d'industrialiser.
Quand je dis évoluer, c'est d'avancer dans un mode qui nous permet de pouvoir affiner notre plateforme, de pouvoir continuer à être à l'écoute, nous adapter aux clients tout en gardant notre cap, suite à quoi on passera dans un mode où on pourra multiplier cette approche et la rendre accessible à tout le client. Ok, Franck, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir ? Le pire moment, c'est tous les jours. c'est tous les jours. J'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps et je lui confiais mes problèmes vis-à-vis des rencontres avec les différentes banques pour obtenir des prêts. Et celui-ci me dit, mais écoute Franck, ce que tu fais, c'est courageux, c'est très compliqué, c'est la partie la plus compliquée, mais ne te trompe pas, ça va continuer à être très compliqué tout le temps. Et l'exemple qu'il a pris pour moi est assez évocateur parce qu'il me dit moi-même je dois faire face à des impayés. Bon, voilà, il est dans une société lui-même qui a créé l'équipe Family, il a constitué un réseau et il est connu à Paris et en France par tous les professionnels. Par contre, il doit faire face aux impayés. Et là, je pense que c'est tout simplement un bon exemple de l'étape qu'on a franchi, qui nous amène sur un nouveau palier, qui nous fait découvrir des nouvelles situations auxquelles on doit faire face. Donc faire face, apprendre, se faire conseiller, tester, découvrir, industrialiser, qui nous amène sur un nouveau palier, et ainsi de suite. C'est comme ça que je conçois l'entrepreneuriat. Et tu parlais de trésorerie notamment, est-ce que vous prévoyez une levée de fonds ? Alors, oui, ça c'est le point le plus important. Point le plus important uniquement parce que ça nous permet de recruter des talents. Ensuite, je dois avouer que nous avons la chance d'être dans un pays pour lequel les accès sont relativement plus faciles aujourd'hui, nous sommes en 2018, et notamment les VC propose d'adresser les startups en phase d'amorçage qui n'existaient pas ou peu il y a un an, 2 ans de ça. Ensuite, c'est un mix. Évidemment, trouver l'argent pour se développer, la dette bancaire est un point intéressant. C'est pas le seul. Bien entendu, il y a différentes fédérations, organismes qui proposent d'aider les startups avant d'aller voir les investisseurs, puis on a fait des fonds. Et le fonds nécessite de se diluer. Alors évidemment, il y a des véhicules intéressants comme la SS qui sont faits pour. Et je pense que ce sont des partenaires intéressants qui vous accompagnent parce qu'ils connaissent le marché. Et si vous arrivez à trouver le bon fonds qui croit en vous parce qu'il connaît le marché en particulier, qui voit le potentiel, c'est ce qui est le plus intéressant. De l'autre côté, j'ai rencontré un certain nombre de banques qui, elles, n'interviennent pas dans les phases de démarrage d'une société parce qu'elles évaluent le risque. La manière d'évaluer le risque, c'est de commencer à étudier 2 années de bilan. Évidemment, nous n'étions pas en mesure de les produire, ces documents. Donc, il faut travailler sur le business plan et pouvoir détailler le potentiel avec des preuves, avec les premiers clients, bien entendu. Et les partenaires existent, ils sont plus rares que dans les pays anglo-saxons. On croit davantage au potentiel qu'au risque encouru. Vraiment, les statistiques sont là. On connaît l'avenir des startups en grande majorité au bout de 3 ans. Donc, en effet, pour démarrer, c'est compliqué d'y aller seul. C'est compliqué de pouvoir tenir, mais je crois qu'il faut bootstrapper le plus longtemps possible. Et puis à un moment, le déclenchement, le fit du marché se fait et vous permet de passer l'étape suivante. Ouais. On a parlé des pires moments. À contrario, quel a été le plus beau moment ? Le plus beau moment, alors vous allez peut-être me prendre pour quelqu'un de curieux avec ma réponse, mais je crois que le plus beau moment, c'est l'épanouissement d'une personne recrutée qui arrive à se développer. Alors non pas dans ce qu'elle sait faire parce que vous l'avez embauchée pour une partie particulière, mais parce qu'elle décide de vouloir apprendre avec vous. J'aime beaucoup moi pouvoir laisser les personnes avec qui je travaille, que ce soit des partenaires d'ailleurs, des fournisseurs, des collaborateurs, s'épanouir et tester de nouvelles choses, tester de nouveaux types de collaboration, de nouvelles technologies, de nouvelles relations de confiance et tester, apprendre et puis s'autoriser à se tromper
et surtout rentrer dans des modes où, eh bien, la confiance étant là, il y a un épanouissement naturel qui se met en place. Et je trouve ça très satisfaisant, c'est dans ces relations humaines, de voir qu'il y a une place pour la prise de risque, il y a une place pour des tentatives de travailler différemment et de réussir autrement. Puisque c'est ça, d'être entrepreneur, c'est prendre des risques mesurés, des risques quand même tous les jours, et de bousculer l'établissement, position établie de nos relations de travail, et de voir comment en effet ça peut fonctionner autrement pour un résultat parfois qui n'était pas escompté. Donc ça, ce sont des petites victoires qui, mis bout à bout, permettent en effet de passer des paliers. Et oui, c'est très certainement ça, c'est dans le relationnel humain entre personnes, entre sociétés, la relation de confiance établie, qu'on peut s'autoriser à prendre des risques ensemble. Très instructif. Franck, on va passer au moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes. Alors, c'est un livre que j'ai lu, que je viens de terminer. J'ai lu ce livre récemment qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, je crois. Et tout est dans le titre. Hein. C'était ça se lit très facilement. C'est un livre qui recense dans l'histoire un certain nombre de produits, de découvertes, de réussites fortuites d'un côté, et de l'autre qui rappelle que pour réussir il faut beaucoup de travail et un petit peu de chance. Donc c'est toujours instructif de se rappeler comment dans l'histoire les choses ont été produites et qu'il y a l'histoire que l'on raconte. Et puis, comment les choses ont vraiment eu lieu. Et lorsqu'on crée une start-up, on est dans le moment présent. Et c'est bien de voir, de projeter en disant d'autres avant, on fait différemment et on réussit. Donc, un bon livre qui se lit facilement. L'entrepreneur que tu suis ou dont tu es fan? Ce serait très certainement un entrepreneur moins connu que ce qu'on peut lire comme article un peu partout. Moi, je pense que ce sont des entrepreneurs qui, je pense à un entrepreneur en particulier qui avait quitté sa société. Alors lui, il travaille dans la com et l'événementiel. Tu peux partager son nom avec nous ou... Oui, bien sûr. C'est une personne qui malheureusement est récemment décédée. D'accord. Donc j'avais eu la chance de rencontrer et qui lui avait décidé de partir sur un mode de réalisation où le visuel était important pour lui et le visuel à travers l'atmosphère. Alors je m'explique, c'est tout simple, ça se présente sous forme d'écran et les écrans géants qui sont placés dans des lieux comme les aéroports, des lieux comme les hôtels, des lieux de passage en fait où on trouve du public. Et il a beaucoup évolué en fait dans tous ces grands groupes de communication. Au moment où il a voulu partir, créer sa société, et il me confiait les problèmes qu'il avait à pouvoir passer des caps et pouvoir évoluer en dupliquant ce qui avait fonctionné une première fois et alors c'est pas un très beau mot, mais en l'industrialisation, en rendant organisé et optimisé, et surtout à déléguer. Et j'ai trouvé que cet exemple était une belle aventure humaine, et que surtout il avait trouvé, en créant cette société, qu'il avait trouvé le moyen de pouvoir répondre à un vrai besoin, c'est-à-dire créer des atmosphères avec des écrans qui diffusent du contenu apaisant dans des lieux de trafic. Alors évidemment, il y avait également des fins commerciales, mais c'était une aventure que je trouve assez intéressante. D'accord. Ton outil en ligne préféré? Mes outils en ligne préférés, il faut que je vous fasse une longue liste de tous les outils que j'utilise. Les outils en ligne. Je sais pas s'il faut en choisir un, j'en serais bien incapable, mais tous les outils que j'utilise au quotidien, peut-être si j'en prends un, est-ce que c'est mon préféré, j'en sais rien, mais peut-être Pinterest, que je trouve intéressant, parce que on retrouve à la base des images, mais surtout du contenu qui est très très varié, très différent ce qu'on peut trouver sur Google, et qui arrive, qui a vraiment des quatre coins du monde, et je trouve intéressant à voir comment des
les thématiques choisies en particulier sont explorées dans leur profondeur avec des modèles qui sont différents des nôtres. C'est des modèles, des schémas intellectuels, je veux dire par là. Et des personnes qui se passionnent vraiment pour des sujets qui semblent anodins mais qui arrivent à les rendre intéressants. Donc voilà, il m'arrive de m'évader de temps à autre sur Pinterest et d'aller explorer des dimensions qui m'étaient inconnues. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Eh bien, premièrement, 1, ne pas rester seul. 2, être toujours en mouvement. Et ce sont les conseils qu'on m'avait donnés, que je trouve que c'est juste, très juste, c'est-à-dire rencontrer beaucoup de gens, rencontrer des gens très très différents, surtout leur raconter votre histoire, surtout ne rien cacher, parce que tout se fait dans cet échange humain, et les retours spontanés que vous pouvez recueillir de ces rencontres sont toujours très surprenants. 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans après, et vous pensez avoir fait le tour du sujet, non, en fait, on vous apporte toujours énormément, et c'est surtout des moments intéressants, parce que les gens sont là pour vous aider. C'est assez à la base, on pourrait surtout se dire, bien écoutez, je veux cacher cette idée, c'est la mienne, et dès que si j'en parle, j'attends que ce soit prêt, et quand j'aurai réussi, je serai prêt à aller parler comme ça dans les médias. Non, c'est tout le contraire, je pense. C'est une co-construction, et c'est intéressant de pouvoir modeler son idée et de la laisser se déformer. C'est un peu l'idée que je tenais tout à l'heure à propos de la vision et les développements qui sont demandés par les uns et les autres. Donc c'est ça, c'est vraiment sortir, voir du monde, parler et voir le plus de personnes différentes. Et puis autre chose, bien sûr, c'est conserver le mouvement. Donc le mouvement, c'est tout essayer différentes choses, persister, parfois rencontrer l'échec, mais partager même des situations et puis apprendre et rebondir. C'est ça. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service? Alors ça va pas être très sexy ce que je veux dire, mais le meilleur investissement, c'est celui de l'avocat, qui demande beaucoup de temps, qui est assez procédurier à la base, en l'exemple du pacte d'associés, mais qui va vous protéger et surtout vous éviter de rencontrer des problèmes plus tard dans votre développement. Donc le meilleur investissement, c'est de bien connaître, alors, surtout de bien vous faire encadrer, de préparer. Et les Anglais disent cette chose, c'est espérer le meilleur, mais préparez-vous pour le pire. Anticiper ce qui pourrait vous arriver. Donc c'est pas toujours très agréable, c'est parfois même très ennuyeux, mais ça vous protège. Ça vous protège pour la suite. Franck, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors, la meilleure chose pour nous suivre, c'est d'aller sur notre site internet homelinks.eu, un formulaire de contact. Et puis, vous pouvez nous suivre, bien évidemment, sur les réseaux sociaux où nous sommes aussi présents. J'espère avoir l'opportunité de vous rencontrer dans la vraie vie, puisque je suis souvent dans les afterworks ou salons professionnels ou autres événements organisés. Donc, je vous dis à bientôt. Excellent, merci Franck, à bientôt. Merci de rien, au revoir. Merci encore à Franck pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant, envou.co/11, le chiffre 11. Avant de terminer ce podcast, j'ai une annonce, une seule, à vous faire. Si vous appréciez ce podcast, j'apprécierais grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Transformation terminée.